Si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi et sonne la cloche. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort alors que d'autres luttent toute leur vie? Pour T. Harv Eker, la réponse n'a rien à voir avec l'intelligence ou les diplômes. Non, tout se joue bien plus en profondeur, au niveau de ce qu'il appelle notre plan financier intérieur. Alors, on va décortiquer ensemble les secrets de cet fameux esprit millionnaire. Pour T. Harv Eker, tout part de cette image, celle d'un arbre. Nos résultats financiers, c'est les fruits, c'est la partie visible. Et on a souvent tendance à se focaliser là-dessus. Mais en réalité, ça ne sert à rien de s'acharner sur les fruits. La vraie clé, elle est sous terre, au niveau des racines, notre monde intérieur, nos croyances profondes sur l'argent. C'est là que tout se joue. En fait, tout le livre part d'une frustration de l'auteur. En sillonnant le continent pour donner mes séminaires, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. On peut avoir deux personnes assises l'une à côté de l'autre, dans exactement la même salle, en train d'apprendre exactement les mêmes principes et les mêmes stratégies. L'une se servira de ses outils et atteindra les sommets de la réussite, comme une flèche. Mais que pensez-vous qu'il pourrait arriver à la personne assise juste à côté d'elle? La réponse est pas grand-chose. Il donnait à ses élèves les meilleures stratégies du monde, vraiment les meilleurs outils. Et pourtant, les résultats étaient complètement différents d'une personne à l'autre. C'est là qu'il a eu le déclic. On a beau avoir les meilleurs outils, si notre boîte à outils, notre esprit, est en désordre, on ne peut rien construire de solide. J'ai donc conçu un programme appelé Millionaire Mind Intensive Seminar, fondé sur le jeu intérieur de l'argent et de la réussite. En combinant le jeu intérieur, le coffre à outils, avec le jeu extérieur, les outils, les résultats de presque tout le monde ont battu des records. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser le diagnostic. C'est quoi notre plan financier intérieur? Ensuite, on va voir la prescription. Comment penser différemment? Puis, la méthode concrète, les 4 étapes pour se reprogrammer. Et enfin, on verra l'ingrédient secret qui fait toute la différence, l'action. Allez, on commence par le diagnostic. Il faut imaginer qu'il y a une sorte de logiciel qui tourne en permanence, en arrière-plan dans notre esprit. Ce logiciel, il dicte toutes nos décisions financières sans même qu'on s'en rende compte. C'est ça, le fameux plan financier intérieur. Le plus gros problème, c'est qu'il est par définition totalement invisible pour la plupart d'entre nous. L'analogie la plus parlante, c'est vraiment celle du thermostat. Imaginez que votre thermostat financier interne est réglé sur, disons, 20 000 € par an. Eh bien, même si vous gagnez au loto demain, votre subconscient va trouver un moyen de tout saboter pour vous ramener à cette température normale. À l'inverse, un millionnaire qui perd tout a un thermostat réglé si haut qu'il va retrouver sa fortune en un temps record. C'est automatique. Alors, comment ça marche, cette chaîne de causalité? Principe d'enrichissement. Les pensées mènent aux sentiments. Les sentiments mènent aux actions. Les actions mènent aux résultats. C'est assez simple en fait. Tout commence avec notre programmation subconsciente. Elle génère nos pensées. Ces pensées déclenchent des sentiments et des émotions. Ces sentiments nous poussent à l'action ou à l'inaction. Et ce sont ces actions qui, au final, produisent nos résultats. Pour changer le résultat, il faut remonter tout au début, à la programmation. Bon, mais elle sort d'où cette programmation? Principalement de l'enfance à travers 3 canaux. D'abord, le verbal, toutes les phrases qu'on a entendues en boucle. L'argent ne fait pas le bonheur, les riches sont des voleurs, etc. Ensuite, le modélage. On a tout simplement imité ce que nos parents faisaient avec l'argent. C'est la fameuse histoire de la femme qui coupe les 2 bouts du jambon juste parce que sa mère le faisait, sans savoir que c'était parce que la casserole de sa mère était trop petite. Et enfin, les incidents spécifiques. Une expérience marquante, bonne ou mauvaise, qui a créé une croyance très forte sur l'argent. Ok, maintenant qu'on a posé le diagnostic, on passe au remède. Si notre programmation actuelle ne nous convient pas, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la changer, la remplacer. T. Harv Eker a identifié des schémas de pensée qui différencient radicalement ceux qui réussissent financièrement des autres. La clé, c'est d'adopter consciemment ces nouvelles manières de voir les choses. Le premier grand changement de perspective, c'est le focus. Face à une situation où une personne avec un plan de pauvre va voir tous les problèmes, les risques, pourquoi ça ne peut pas marcher. Quelqu'un avec un esprit millionnaire, au contraire, va scanner la même situation et y voir l'opportunité, le potentiel de croissance.
J'ai pour habitude de dire « Il ne suffit pas d'être au bon endroit au bon moment. Il faut encore être la bonne personne au bon endroit au bon moment. » Et comme on le sait, l'énergie suit toujours l'attention. Deuxième point clé, l'objectif. C'est comme la différence entre jouer en attaque et jouer en défense. Les riches jouent pour gagner, pour marquer un maximum de buts, pour créer l'abondance. Les autres jouent pour ne pas perdre. Ils sont focalisés sur la survie, la sécurité. Mais le problème, c'est que quand on joue juste pour ne pas perdre, on gagne très rarement le match. Alors ça, c'est un point absolument crucial et parfois un peu difficile à avaler. On ne peut pas devenir ce qu'on méprise. Si au fond de nous, on pense que les riches sont des gens mauvais, notre subconscient fera tout pour nous empêcher d'en devenir un. À l'inverse, ceux qui réussissent admirent le succès des autres. Ils voient ça comme une inspiration, une preuve que c'est possible. Ils se disent, s'ils peuvent le faire, je peux le faire aussi. L'auteur le dit cash, il n'y a pas de victime riche. Point. Cette mentalité se reconnaît à 3 symptômes. D'abord, on blâme tout le monde. Le gouvernement, l'économie, son patron. Ensuite, on se justifie. De toute façon, l'argent n'est pas si important que ça. Et enfin, on se plaint. Tout le temps. Ce qui agit comme un aimant à attirer encore plus de problèmes. La seule porte de sortie, c'est de prendre 100% de la responsabilité de sa vie financière. Bon, tout ça, c'est bien joli, mais on fait comment concrètement pour changer un programme qui tourne depuis des dizaines d'années? Si tu aimes ce genre de vidéo like, abonne-toi et sonne la cloche. Heureusement, l'auteur nous donne une méthode, un processus de changement clair en 4 étapes. Le processus est simple sur le papier, mais il demande du travail. Première étape, la prise de conscience. Il faut juste s'écouter penser, sans jugement. Deuxième étape, la compréhension. D'où vient cette pensée? C'est la voix de qui? De son père? De sa mère? Troisième étape, et c'est la plus libératrice, la dissociation. On réalise que cette pensée, ce n'est pas nous, c'est juste une vieille cassette. Et enfin, quatrième étape, le reconditionnement. On choisit consciemment de remplacer cette vieille cassette par une nouvelle, plus aidante. On a le diagnostic, le remède, la méthode pour changer d'état d'esprit. Mais il manque encore l'ingrédient final, celui qui transforme vraiment les rêveurs en acteurs. Et cet ingrédient, c'est l'action. Surtout, l'action qui fait un peu peur. C'est une image très simple, mais très puissante. D'un côté, il y a notre monde intérieur, nos pensées, nos plans, nos émotions. De l'autre, il y a le monde extérieur, le monde réel des résultats. L'action, c'est le pont qui relie les deux. Sans ce pont, même le meilleur des plans reste une simple idée dans notre tête. Voilà une formule à retenir, presque une loi physique. Notre zone de richesse est exactement de la même taille que notre zone de confort. Si on veut que l'une s'étende, il faut accepter d'étendre l'autre. La croissance, financière ou autre, se trouve toujours juste à la sortie de notre zone de confort. Il faut être prêt à avoir peur et à y aller quand même. Et on termine sur cette question, une question un peu coup de poing qui résume tout le livre. Que préfère-t-on, avoir raison ou être riche? Parce que l'auteur est formel, on ne peut pas avoir les deux. Avoir raison, ça veut dire s'accrocher à ses vieilles histoires, à ses anciennes croyances, à ce qui est confortable. Être riche, ça veut dire accepter d'apprendre, de changer, de grandir, et peut-être d'admettre qu'on avait tort. Le choix est posé.